Bienvenue sur le podcast de DevMania. Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler du fonctionnement de l'application Messenger de Facebook. Car beaucoup de monde l'utilise, mais savez-vous vraiment comment celui-ci fonctionne et quelles sont les technologies utilisées? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une application de chat développée par Facebook. Au départ, c'était simplement une fonctionnalité sur le site. Lorsque vous alliez sur une page, sur la droite de celle-ci, vous avez vos contacts et en cliquant sur une personne, vous pouvez discuter instantanément avec elle. Cette fonctionnalité a eu un telle ampleur qu'ils ont décliné la fonctionnalité en application mobile. Et pour info, il y a plus de 20 milliards de messages envoyés sur Messenger par mois, ce qui fait de Messenger une des applications de chat instantané les plus utilisées dans le monde. Bien, maintenant que tout le monde sait ce qu'est Messenger, parlons un peu de la façon dont l'application est développée. En particulier les versions mobiles de l'application. Pour commencer, il faut savoir que Messenger est développé en JavaScript avec le framework React Native, qui appartient lui-même à Facebook. Le framework compilera l'application pour Android et iOS. Je préfère vous prévenir dès maintenant, mais sachez que je fais de la spéculation. Je vais donc vous expliquer comment je l'aurai développé, car je n'ai pas accès au code de Messenger. Avant de parler des fonctionnalités, je voudrais vous parler de la base de données, car sans elle, il sera difficile de faire l'application. Je pense que Facebook utilise une base de données relationnelle, mais pour la compréhension de tout le monde et mon manque d'expérience avec ce type de base de données, je vais vous expliquer avec les bases de données SQL. Je vois actuellement 5 tables. Une pour les discussions, elle contiendra un ID, un nom et un statut pour chaque participant afin de savoir qui l'a supprimé. Une dont les champs seront un ID de discussion et un ID d'utilisateur. Une qui va spécifier les utilisateurs et qui contiendra un ID, une photo, un nom et un mot de passe chiffré. Une pour les associations entre utilisateurs et qui va contenir 2 champs d'ID d'utilisateur. Il y aura un champ supplémentaire pour le statut si une personne est bloquée. Et la dernière table spécifiera les messages et qui contient un ID de discussion, un ID d'utilisateur pour l'envoyeur, un message, une date d'envoi et une liste de statuts pour chaque destinataire. Les ID qui ne sont pas des références seront générés automatiquement par la base de données. Je pense que nous pouvons passer au vif du sujet. Quand on ouvre l'application pour la première fois, on nous demande de se connecter ou de créer un compte. C'est une étape importante, car cela permet à l'application de connaître votre profil. D'ailleurs, c'est votre profil qui fait l'association de vos données et de vos contacts. Pour sécuriser ce profil, Messenger a besoin de 2 informations, votre login, souvent votre mail, et un mot de passe. Une fois ces informations saisies, elles seront envoyées au serveur avec le protocole HTTPS. Pourquoi le protocole HTTPS plutôt que HTTP? Eh bien car celui-ci est normalement sécurisé. Il est chiffré, c'est-à-dire que le serveur et le client se sont mis d'accord pour chiffrer et déchiffrer les données qu'ils vont s'envoyer. Sachant que l'on envoie le login et le mot de passe, il est important que les données soient chiffrées, car si quelqu'un les intercepte et qu'ils sont en clair, il pourra se connecter à votre place. D'ailleurs, utiliser le HTTPS est devenu une obligation de nos jours. Cela est le premier principe de sécurité sur Internet. Pour savoir si un site utilise HTTPS, en général, le navigateur affichera un cadenas au niveau de la barre URL. Sachez que toutes les communications entre le serveur et l'application Messenger sont en HTTPS ou en WebSocket, mais j'en parlerai plus loin. Une fois ces informations envoyées au serveur, il va les enregistrer en base de données si c'est une inscription. Sinon, il va vérifier que les données correspondent pour vous identifier. Une fois connecté, vous allez arriver sur une page contenant tous vos contacts et vos discussions. Pour cela, l'application a demandé au serveur toutes les discussions ouvertes, mais aussi tous les contacts rattachés à votre profil utilisateur avec qui vous n'avez pas encore discuté. Une fois reçu, l'application va afficher les participants de la conversation ou le nom de celle-ci, ainsi que le dernier message avec son état qui définira si on affiche en gras ou non la discussion. Si le message est envoyé par votre contact, il aura simplement l'état lu ou non lu. Et si c'est vous qui l'avez envoyé, il aura pour état envoyé, non lu ou lu. Cela permettra à l'application de savoir si vous avez un message ou pas, et donc de vous notifier en cas de nouveau message. Comme je l'ai dit, une discussion est représentée par un ID, c'est-à-dire un identifiant unique qui désignera cette conversation dans toute l'application. Que ce soit pour les messages ou pour savoir à qui appartient la conversation, on utilisera cet ID. Pour ouvrir une discussion, il suffit de cliquer sur un contact ou une discussion sur la page d'accueil. Dans cette discussion, vous visualiserez tous les messages reçus et associés à celle-ci.
Bien sûr, vous pourrez aussi en envoyer. Sachez que toute la partie de réception de messages se fait grâce à ce que l'on appelle un service. C'est un processus qui s'exécute en parallèle de votre application. C'est avec ce service que vous recevez les messages même si l'application est fermée. Il va mettre la notification dans votre barre de notification et ouvrir l'application tout en lui transmettant le nouveau message à celle-ci pour vous l'afficher. D'ailleurs, un message va contenir plusieurs informations. La discussion, ou plutôt son ID qui va le référencer, le propriétaire du message, la date d'envoi du message, le statut pour chaque destinataire et le message en lui-même. Grâce à l'ID de la discussion, on sait qui pourra lire le message, donc à qui l'envoyer côté serveur. Le propriétaire du message permettra de dire aux gens de la discussion qui l'a envoyé. La date permettra de savoir quand le message a été envoyé et de notifier les destinataires qu'il a été envoyé à telle date. Le statut informera le propriétaire de qui a reçu et qui a lu le message. Je ne vais pas expliquer le message, vous avez compris à quoi il sert. Pour l'envoi, on va procéder de la même façon que pour la réception. On va donc passer par le service. On va envoyer le message au service qui lui l'enverra au serveur qui à son tour le dispatchera à vos contacts. On va passer par le service car si vous n'avez pas de réseau sur votre téléphone et que vous fermez l'application, votre message ne sera jamais envoyé. Le fait de passer à votre service permettra à celui-ci de l'envoyer lorsque vous aurez à nouveau Internet et même si l'application est fermée. Je vais aller un peu plus loin sur la gestion du service. Comme vous l'avez compris, votre service va envoyer et recevoir les messages. Et pour cela, il va utiliser les WebSockets. Pour expliquer simplement les WebSockets, voyez ça comme un tunnel entre le client et le serveur. Dans ce tunnel vont passer les informations entre le client et le serveur. Contrairement au HTTP, le serveur pourra envoyer un message au client sans que celui-ci ne le contacte. Sachant comment fonctionnent les WebSockets, donc un tuyau ouvert entre le client et le serveur, il est très facile de savoir si on a Internet ou pas. Si on n'a pas de connexion avec le serveur, on ne peut pas recevoir et envoyer un message. Donc, on peut considérer que l'application est hors ligne. Si vous avez envoyé un message, le service va stocker tous ces messages et les envoyer quand il aura réussi à se connecter au serveur. Côté serveur, il en sera de même si un message n'a pas été envoyé à un destinataire. Le message sera stocké et envoyé au moment où le destinataire sera connecté. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, mais tous les messages sont stockés sur les serveurs de Facebook. Et même si vous décidez de supprimer une discussion, les messages seront quand même stockés. D'autant plus que si vous supprimez une discussion, vos contacts ne l'auront pas fait. Cela donne une raison de plus à Facebook de les garder. Et même si tous les participants suppriment la discussion, celle-ci sera gardée à des fins commerciales, car Facebook l'a confirmé, les messages sont lus et utilisés pour la publicité ciblée. Là où je ne suis pas un expert, c'est dans la visioconférence. Je pense que Facebook a développé son propre système de visioconférence en faisant passer les flux vidéo et audio par leur serveur. Personnellement, j'utiliserai le protocole WebRTC. C'est un protocole en peer-to-peer pour faire de la visioconférence. La particularité est que les flux vidéo et audio ne transitent pas par un serveur, mais directement d'un utilisateur à l'autre. Je préfère cette solution car le fait de ne pas passer par le serveur permet de ne pas être espionné par Facebook. Et c'est aussi pour cette raison que je pense que Facebook ne l'utilise pas. Je n'en ai pas parlé beaucoup, mais vous aurez aussi des développements côté serveur. Vous aurez une route pour récupérer en base de données les contacts et discussions afin de les envoyer côté client, une pour créer une discussion, une autre pour supprimer une discussion, et bien sûr celle pour l'enregistrement et la connexion des utilisateurs. Mais le développement le plus important est la gestion des messages venant des WebSockets. Pour cela, vous allez avoir le message de connexion qui permettra au serveur de dire que vous êtes connecté et de vous envoyer tous les messages qu'il a reçus quand vous étiez hors ligne. Vous allez avoir un autre message pour notifier le serveur que vous avez envoyé quelque chose afin qu'il l'envoie aux autres destinataires de la discussion. Voilà comment j'aurais développé une application du même type que Messenger. J'espère ne rien avoir oublié, et si c'est le cas, je vous encourage d'en parler dans les commentaires. J'aimerais vous demander une dernière chose avant de vous quitter. J'ai créé un sondage afin de connaître un peu plus vos attentes sur le podcast. Vous pouvez le retrouver sur dev-mania.fr/avis. Je voulais aussi vous remercier car c'est grâce à vos écoutes que ce podcast se fait connaître et surtout c'est grâce à vous que je continue de le faire. Je vais maintenant terminer cet épisode, donc comme d'habitude vous pouvez retrouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît, cela aidera vraiment à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans un autre podcast.